Guylaine David, rebonjour à vous. Qu'est-ce que vous attendez de ces annonces que le ministre de l'Éducation qualifie de fortes? Alors, on n'en attend pas grand-chose dans le sens où effectivement on a été informé. Alors je dis bien on a été informé parce que vous avez raison, là le ministre s'adresse d'abord aux parents d'élèves, hein, on est en période de classe, donc les enseignants sont en classe, ils n'assisteront pas à la conférence de presse, donc il a envoyé un mail aux enseignants où il annonce de façon très générale les mesures. Ça change d'un certain Jean-Michel Blanquer qui n'annonçait pas. Et donc on l'avait beaucoup contesté. Donc c'est aussi une marque de sa part de s'adresser aux enseignants. Cependant, dans ce mail, on voit qu'il y a beaucoup de changements pour les enseignants. C'est des réformes en profondeur qu'il va mettre en place et ces réformes ne vont pas forcément, en tout cas, plaire aux enseignants et il n'aura pas forcément l'adhésion des personnels. Je parle notamment aux primaires sur l'imposition de manuels obligatoires, sur la modification de certains programmes et sur certaines méthodes pédagogiques qu'il va tenter d'imposer aux enseignants. On sait que ça ne fonctionne pas parce qu'on l'a déjà éprouvé avec Jean-Michel Blanquer. Donc là aussi, on a un point de friction avec le ministre. Et puis, quand il s'adresse aux enseignants, il s'adresse sur le plan pédagogique et éducatif, mais il ne s'adresse pas sur le plan des conditions de travail et du plan salarial, qui est un grand chantier qu'il devait mettre en œuvre et qu'il a mis derrière parce qu'il a fermé la porte de toute négociation salariale. Et sur les conditions de travail, c'est pareil, c'est un chantier qui est reporté. Donc là aussi, on a des grosses inquiétudes pour les enseignants, et en tout cas, les enseignants sont très inquiets. Et puis, il y a des mesures qu'il va annoncer là, qui effectivement ont déjà été mises en place et qui n'ont pas éprouvé de résultats positifs. Alors, on l'a entendu par la bouche de Naoufel, le classement PISA qui est sorti cette année. Normalement, c'est tous les 3 ans. Le dernier, c'était 2019, 2022 reporté à cause de l'épidémie de coronavirus. Elle a joué, cette épidémie, dans le niveau général des pays de l'OCDE où on enregistre un déclin, que ce soit à la fois en mathématiques, en compréhension de l'écrit. Mais c'est vrai qu'en France, le déclin est encore presque plus important. On est toujours dans la moyenne, mais on voit quand même, on n'a jamais été aussi bas. Les élèves de 15 ans, en l'occurrence, puisque ce sont eux dont on parle, n'ont jamais été aussi mauvais, si on peut le dire ainsi. Pourquoi? Vous y attendiez? Alors, on s'y attendait parce qu'on nous avait préparé. D'ailleurs, c'est pas étonnant. Il fait ses annonces sur le choc des savoirs le jour des résultats PISA. Tout ça a été très vite. Il a annoncé le 5 octobre. Il aurait pu attendre les résultats PISA et annoncer ses annonces demain, par exemple. Mais non, il va voler la vedette à PISA en faisant ses annonces. D'un point de vue politique, d'ailleurs... Un problème, Voilà, vous venez d'entendre Gabriel Attal et donc les principales annonces, des mesures qu'il annonçait fortes. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est son choc des savoirs que vous avez pu écouter. On en parle donc avec Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP FSU. Et puis Elisabeth Alain-Moreno, bonjour à vous. Vous êtes secrétaire générale du syndicat enseignant UNSA. On va réagir justement à ce qui vient d'être dit. On les connaissait déjà un peu, ces annonces du ministre de l'Éducation nationale. On en a parlé d'abord pour le primaire avec vous, Guylaine David. Changement de programme, des manuels labellisés, donc davantage d'accessibilité pour les manuels. Et puis donc un changement de paradigme sur le redoublement. C'est ce qu'on attendait. Ça veut dire précisément que ce sera donc aux professeurs d'avoir le mot final et non plus aux parents comme c'était le cas maintenant. Oui, c'est déjà une annonce qu'il avait faite à plusieurs reprises ces dernières semaines. C'est une annonce qui est très en décalage avec tout ce qui a été fait sur la recherche, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports, notamment le CNESCO qui a travaillé, le Centre national des études scolaires, qui a montré que le redoublement n'était pas efficace dans la durée, puisque en règle générale, les élèves qui ont redoublé dans les petites classes ont un parcours scolaire qui est chaotique ensuite. Donc on sait que dans le long terme, ça peut amener au décrochage scolaire. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait arrêté les redoublements. Donc on sait que là-dessus, les études scientifiques nous ont montré que c'était pas efficace. C'est une vieille méthode de revenir au redoublement. C'est une croyance aussi de penser. Enfin, on pense que le redoublement va être efficace, donc on se dit on va faire redoubler et l'année d'après ça va aller mieux. Alors ça va aller mieux les premiers mois, on va dire, un temps, c'est-à-dire l'année d'après, mais sur la suite de la scolarité, c'est pas efficace. Donc vous pencheriez davantage pour une aide personnalisée? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que la difficulté scolaire, il faut la prévenir. Il faut la prévenir en amont, il faut y remédier. Et pour y remédier, il faut des moyens. Il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours demander aux enseignants. Et d'ailleurs, là, il parle aussi, il a une vieille technique qui est de dire on va faire des stages de remise à niveau, on va faire des groupes, des APC, des activités pédagogiques complémentaires. Ces APC, elles existent depuis 2008. Depuis 2008, on fait déjà ça dans nos classes. Et ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fait la preuve de son efficacité. Et il remet ça en place actuellement.
Donc on sait que ça ne va pas être efficace. Ce qu'il faut, c'est prévenir. Il faut prévenir dans la classe avec des enseignants spécialisés, des enseignants qui sont spécialisés dans la grande difficulté scolaire, notamment, dont ces postes ont été supprimés. Ce sont les postes de réseau d'aide. Il faut aussi des enseignants surnuméraires pour avoir un enseignant en plus dans la classe, pour pouvoir faire des petits groupes. Aider individuellement. Voilà, individuellement, pour faire des petits groupes, des groupes de besoins. Ce que dit Gabriel Attal, il dit quand même le redoublement, ce sont les professeurs qui vont le décider et pas les familles. Alors là, je vous écoute, les professeurs sont hostiles, en tout cas, si on vous entend, au redoublement. Donc, ils ne prononceront jamais de redoublement? Ça, j'en suis pas sûre, parce que quand je dis il y a des croyances, chez certains enseignants, ils pensent notamment que... Enfin, c'est culpabilisant aussi pour les enseignants d'envoyer dans la classe supérieure un élève qui n'a pas toutes les compétences et qui va avoir des difficultés l'année suivante. Donc, on se dit, bon, on ne va pas embêter le collègue derrière. Ça va Faute de mieux, si toutes les aides personnalisées ne sont pas mises en place. On va utiliser le redoublement. Mais on a souvent des élèves, notamment en CP, qui sont en difficulté sur certaines disciplines ou certains domaines et pas dans d'autres. Donc ces élèves-là, on va les pénaliser. C'est le français pour des populations allophones. Alors, c'est pas. Et alors, on pourrait parler justement du redoublement parce qu'en fait, là aussi, il y a une question de ségrégation, parce que on voit que le redoublement, on a vu dans toutes les études, il est plus utilisé pour les élèves de milieux défavorisés, c'est-à-dire que les milieux favorisés n'ont pas accès au redoublement. Enfin, on leur propose pas le redoublement. Les enfants de milieu. Et là aussi, c'est un marqueur d'inégalité sociale. Donc là aussi, c'est très compliqué ce redoublement. Donc, il y aura peut-être des enseignants qui proposeront le redoublement. Je ne sais pas comment ça va décliner, mais en tout cas, on a été pendant tout un temps où on a essayé justement de faire passer nos élèves et profiter des cycles, puisque c'est la politique de cycle qui met aussi ça en place, c'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture, c'est pas la fin du CP, c'est la fin du CE1, donc on doit laisser le temps aussi aux élèves d'apprendre jusqu'à la fin du CE1. Puis il faut dire que dans les pays qui réussissent le mieux, notamment les pays nordiques, les pays de l'OCDE, le redoublement n'est pas utilisé, et c'est une des recommandations du rapport PISA qui est sorti aujourd'hui. Une des recommandations, c'est de ne pas faire de redoublement ou d'en faire le moins possible. Et là, on voit que le ministre est à contre-courant en proposant cette solution. Alors voilà pour ce qui est de la primaire, pour ce qui est du collège.